Être fille d'eux n'est jamais facile à porter, surtout quand on est la fille de l'ex-empereur autoproclamé de Centrafrique. Marie-France Bokassa s'est construite dans l'ombre d'un père tyrannique, un empereur dictateur. Jean Bédel Bokassa a régné 14 ans sur la Centrafrique avant d'être renversé. Il a épousé 17 femmes et se vantait d'avoir eu 56 enfants. Marie-France Bokassa livre pour la première fois un récit sans tabou sur son enfance difficile en France, au château de l'Ogre et paru aux éditions Flammarion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a d'abord ce titre, cet adjectif pour qualifier votre père. Pourquoi le choix du mot ogre? Parce que ça correspond exactement à ce que j'ai pu entendre et subir pendant toute mon enfance. Donc, quand je vivais au village d'Ardrécourt et que nous sommes arrivés, beaucoup de personnes nous posaient des questions, à savoir si notre père avait mangé des enfants. Puis en même temps, ça correspond à l'attitude qu'il avait dans l'enceinte du château, parce qu'on s'interroge en fait par rapport à ce qu'on entend à l'extérieur quand on va à l'école, ou à l'intérieur de par son comportement. Donc finalement, j'ai trouvé ce titre qui était le plus adapté. L'ogre, c'est aussi un personnage terrifiant. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur chez votre père en étant jeune? Ses colères. Ses colères qui arrivaient sans raison. L'autorité qu'il avait sur nous. Mais en même temps, tout petit, déjà, on avait compris que quand on entendait président déchu, empereur déchu, on a compris qu'en restant enfermé avec lui, on n'aurait pas d'autre choix que de vivre avec lui et supporter toute son autorité et ses colères. Alors, votre père est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1966 en Centrafrique. J'aimerais qu'on regarde ces images, son sacre comme empereur en 1977. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux. Celui par exemple offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne. Marie-France Bokassa, que ressentez-vous en voyant ces images? Qu'est-ce que je ressens? Disons que j'ai regardé cette vidéo pour la première fois il y a quelques mois. Enfant, je ne m'intéressais pas du tout à la vie politique de mon père. J'étais bien trop jeune pour m'y intéresser. Donc, en regardant pour la première fois la vidéo, j'ai été un peu choquée par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Surtout, ce qui m'a marqué, c'était ces fameux chevaux qui sont décédés à cause de la chaleur. Donc, pour moi, c'était une image qui était assez violente. Et puis après, au niveau du couronnement, j'ai trouvé ça un peu grotesque. En fait, c'est vraiment parce que je me suis dit, on est dans un pays quelque part très pauvre. Et j'avais compris que ce couronnement avait un coût très onéreux. Donc, ouais, non, j'ai... 2 ans après ces images, toute la famille quitte le pays. Vous allez vivre en Côte d'Ivoire, en Suisse, puis en France. Une enfance ballottée, donc. Est-ce qu'on arrive à se construire un cadre, qui plus est, dans une fratrie immense? Mais disons qu'on reste dans sa bulle, on construit son monde. Moi, en tant qu'enfant, je me suis protégée. Je me suis toujours protégée par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans l'enceinte de ce château Ardrécourt ou que ce soit dans la résidence surveillée que nous avait prêté le président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous fait? Comment j'ai fait? Vos mécanismes? Alors mon mécanisme, c'est un mécanisme d'autosurvie. On n'a pas le choix. On fait, voilà, comme je dis dans le récit, pour les privations de nourriture, j'allais voler pour pouvoir manger. Par rapport aux vêtements qu'on manquait, j'essayais de tout faire, de faire en sorte que mes amis m'en prêtent quand on allait à l'école. Par rapport à mon père, je lui tenais tête. Je le regardais dans les yeux. Vous n'étiez pas si riche qu'on le pensait? Non, on n'était pas du tout riche. Non, pas du tout riche. Et justement, ce livre, cet ouvrage me permet en fait de répondre aux gens qui ont toujours pensé qu'on était très riches. Et aussi pour aller à l'encontre de mon neveu qui fait pas mal d'interviews dans la presse en disant que nous avions des Rolls-Royce ou des domestiques, sachant que ce neveu est né en 1974 comme moi. Donc il dit avoir grandi avec notre père et moi j'ai jamais connu de Rolls-Royce. D'ailleurs les gens du village n'ont aucun souvenir d'une Rolls-Royce. Et vous dépeignez aussi un père à la personnalité complexe. Vous êtes-vous senti aimé par votre père? Oui, je me suis sentie aimée. Alors, il ne faut pas attendre de marque d'affection par rapport à un homme comme mon père. Par contre, oui, je me suis sentie aimée dans son regard. Alors,
c'est assez bizarre, mais dans ces moments aussi de tristesse, parce qu'autant il pouvait être en colère, autant il pouvait être très triste, parce que souvent il disait être délaissé par la France, celle qu'il avait mis lui-même au pouvoir. Et ouais, je me suis sentie aimée, parce que finalement, quand il était triste, il faisait en sorte que ses enfants soient autour de lui. Et quelque part, ça lui apportait du réconfort. Alors, il y a aussi ces souvenirs heureux. Hein. Vous disiez dans votre livre, ces parenthèses où certains soirs, votre père vous racontait son histoire. Avec le recul, comment vous analysez son récit de sa conquête du pouvoir, sa lecture à lui? Sa lecture à lui, aujourd'hui, hein, parce que bien sûr, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas vraiment m'en rendre compte. Je me dis qu'il a eu un parcours hors du commun, parce que finalement, il est parti d'un enfant orphelin. Il a fait une grosse carrière militaire en arrivant au grade de capitaine. Ensuite, il a été président. Après, moi, mon regard dessus, je me dis, s'être autoproclamé empereur, je pense lui-même, je pense que c'est l'erreur qu'il a commise. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je pense que... Et je porte mon regard d'enfant. Je sors de la politique parce que, comme je dis, moi, je ne suis pas du tout intéressée par ce monde-là. Mais une petite question quand même, à quel point avait-il nourri de la rancœur à l'égard de la France? À quel point il s'est senti trahi et délaissé, comme tout le monde peut le savoir, par rapport à son grand ami Valéry Giscard d'Estaing. Donc, oui, il en a gardé de la rancœur. Alors, vous avez aussi puisé votre amour dans la fratrie. Comment vous êtes-vous protégés les uns les autres? Parce que vous n'avez pas connu votre mère, votre père était parfois très tyrannique. Comment on a pu s'aider les uns les autres? On a pris pour référence notre père, on n'avait connu que ça. On n'a connu qu'une éducation très dure, très militaire. Donc on n'avait que d'autres choix. Et aujourd'hui encore, ma famille continue à vivre dans ce déni. Moi, je suis sortie de là parce que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage et je ne veux plus nier en tout cas la vie que j'ai eue. Eux ont décidé de se protéger en continuant à vénérer l'homme d'État, en tout cas par rapport au père. Vous êtes en désaccord en tout cas? Nous sommes en désaccord, oui. Alors la Centrafrique, vous y retournerez en 1994, à 30 ans. Votre père s'est rendu dans les années 80 aux autorités centrafricaines. 20 ans, oui, excusez-moi, pardon. Condamné à mort, il sera finalement amnistié. Comment avez-vous vécu ce retour aux sources? Comment je l'ai vécu? J'étais déjà très contente de savoir que mon père était sorti de prison. Ensuite, ma première réaction a été de me dire, dès que j'aurai un peu d'argent, j'irai le voir. Et une fois que j'ai été le voir dans sa résidence, dans sa villa en Centrafrique, finalement, ce côté joyeux de moi est vite retombé parce que j'ai retrouvé exactement cette prison qu'on avait à Ardrécourt. J'ai retrouvé dans cette villa en Centrafrique. Mais justement, vous êtes la seule aujourd'hui à être restée habitée près du château d'Ardrécourt. Votre passé vous pèse-t-il toujours autant dans votre vie actuelle, votre vie présente? Il ne me pèse pas, en fait. Il me pèse pas. S'il me pèse quand même un petit peu, mais j'ai l'impression d'être toujours obligée de me justifier. Et si je suis arrivée aujourd'hui à écrire aussi cet ouvrage, c'est pour me justifier. Et j'ai voulu rester, bizarrement, je suis la seule à être restée depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, tout le monde est parti. Vous avez ouvert un restaurant, aujourd'hui un salon de thé. Mais c'est comme si j'avais un devoir de réponse, je sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer exactement. Je pense qu'il me faut un peu de temps aujourd'hui pour comprendre, parce que depuis l'écriture de cet ouvrage, beaucoup de choses se sont bouleversées, beaucoup de choses se modifient. Je pense que je commence déjà à me découvrir moi-même. À me détacher de ce côté. Mère? Je l'ai retrouvé. Maintenant, il faudrait que j'aille à sa rencontre. C'est autre chose. Un autre défi. Donc, merci beaucoup, Marie-France Bokassa, pour ce témoignage. Merci.